Une énième rencontre entre les deux hommes politiques, mais sans grande annonce. L'ancien président de la République, Bouni, président du parti de l'opposition Les Démocrates et l'ex-président du PRD, Maître Adrien Oumbédi, ont eu une nouvelle séance d'échange le dimanche 29 juin dernier. Sur environ 3 heures, les deux personnalités se sont entretenues sur plusieurs sujets. Pour certains observateurs et analystes, ces retrouvailles répétées laissent penser à une coordination stratégique, une mise au point sur des projets politiques communs à quelques mois des élections générales, même si jusque-là, nous n'avons aucune déclaration officielle du contenu de leur série de discussions. Les suites de la déclaration de l'ex-ministre Paulin Akonan, le Haut Commissariat à la prévention de la corruption lance une commission spéciale de vérification. C'est dire que le gouvernement ne veut pas laisser le doute s'installer après les accusations du ministre Paulin Akonan sur possible détournement de plusieurs dizaines de milliards dans son département ministériel. Une commission spéciale a été mise en place pour faire toute la lumière. Selon Maître Jacques Migan, Haut Commissaire à la prévention de la corruption, la démarche consiste à apprécier avec objectivité les faits rapportés, le cas échéant, d'évaluer les dispositifs institutionnels et administratifs de prévention de la corruption en vigueur dans le dit ministère. On va à présent passer à la météo. C'est l'instant bulletin qui déshabille les nuages et démasque les orages dans le ciel politique. Et comme nous l'avions senti, les fonds chauds continuent de croiser les ambitions qui restent glacées. Les éclairs ne viennent toujours pas du ciel, mais bien de petites phrases en coulisses. Alberto. Cette semaine, un épais brouillard stratégique plane du côté des démocrates. Le président du parti a une fois encore pris son parapluie et direction Porte-Nouveau pour une énième visite chez le patriarche Adrien Oumbédi. Entre deux tasses de thé républicain, on se demande ce que mijotent les deux géants politiques sous cette fine pluie. De rendez-vous, un pacte secret, une alliance nuageuse, mystère épais comme lamentant. Dans cette atmosphère humide, un petit courant d'air s'est levé. Un des membres du parti Les Démocrates a déclaré sa candidature aux primaires. Noureddine Sakassali, qui a appelé à un débat contradictoire entre prétendants d'abord, à l'interne croise un vent glacé. Pas encore de réaction à proprement parler, si ce n'est des bruits dans les coulisses. La direction du parti reste sous son immense parapluie du silence. Pas un mot, pas une goutte d'ouverture. Ici, on veut gouverner autrement, mais on évite la tempête du débat. Curieux, non? Et ce n'est pas mieux ailleurs. Du côté de l'UPR ou du bloc républicain, le ciel est bouché. Pas d'éclairs d'idées, pas de coups de tonnerre démocratique. On attend comme d'habitude que les chefs allument la météo depuis leur position et décident. Sans capuche, sans voix, les militants sont sous la pluie et attendent le premier signal météo pour chausser les bottes et aller au labour. Pour l'heure, ce sont les indépendants qui profitent du temps. Plusieurs candidats hors parti ont annoncé leur entrée dans la course pour la présidentielle. Mais la question du parrainage flotte comme un nuage noir au-dessus de leurs ambitions. L'un d'entre eux a sorti le grand parapluie de la foi. Pour Daniel Ida, c'est Dieu qui détient le parrainage. Et c'est par la croix et la grâce divine qu'il obtiendra sa place au soleil. Croyant, certes, mais la météo électorale au Bénin ne dépend pas encore de l'eau bénite du côté du NFN. Petite sortie, quelques ralliements associatifs, mais sans tapage médiatique, juste quelques éclairs sur la toile et le reste dans un vent d'indifférence. Le parti promet en tout cas de toucher le cœur du peuple béninois. En attendant, Moël Bénin, Renaissance nationale, de soutien de la mouvance dans une stratégie plutôt silencieuse. Ils assurent travailler en coulisses, loin des éclairs et des regards. On leur prête foi, mais dans cette ère de réforme où l'efficacité sera mesurer autrement, est-ce la véritable option? Le point se fera à l'heure du bilan. En conclusion, cette semaine, Christian, dans le ciel politique reste instable, les pluies de calcul tombent par endroits, tandis que certains attendent le soleil présidentiel pour savoir s'ils doivent sortir leur veste ou leur programme électoral. Et voilà, c'était donc le bulletin météo politique avec vous, Alberto Mardoché Goulou. Merci beaucoup. Vous continuerez d'observer le ciel politique pour nous et dimanche prochain, on va y revenir dans cette rubrique. C'est juste un plaisir pour nous de vous avoir. Allez, bonne suite. À suivre le plateau des chroniqueurs en réaction à l'édito de ce soir. Les prochaines consultations électorales animent les passions dans l'opinion. Mais en réalité, les acteurs continuent de marquer les pas. Pas de candidature formelle émanant des différentes formations politiques. Pas des débats d'idées à l'interne des partis ni en direction des Béninois sur les grands enjeux pour le Bénin de demain. L'éditorialiste fait l'amer constat, vous l'entendrez. Et juste après, eh bien, on donnera la parole aux chroniqueurs. Point de vue à présent avec nos chroniqueurs installés en plateau. Toujours un plaisir de vous retrouver chaque dimanche soir sur le grand rendez-vous. Bonsoir à vous, Marc-Johannes Goudianou. Oui, bonsoir Christian Danégien, bonsoir à tous les amis téléspectateurs internautes. Une semaine bien passée? Oui, très bien, par la grâce de Dieu. À tout Seigneur, tout honneur. Merci. Herman Niamboussou, bonsoir. Bonsoir Christian Danégien, bonsoir à tous les amis du grand rendez-vous du Canal 3 Bénin. C'est vrai que la semaine a été très mouvementée, surtout avec les actualités. Quand on dit actualité, c'est qu'il y a eu beaucoup de sujets qui ont été débattus. Nous en avons choisi quelques-uns. Naturellement, voilà. Que nous allons décortiquer, que nous allons décortiquer, commenter, analyser, commenter.
Bonsoir à vous, Omar Salouf. Bonsoir Christian. Notre Bonsoir aux éditorialiste. amis téléspectateurs. Merci d'être là. Alors, Omar, d'abord, monsieur, avant toute réaction, nous avons donné la parole à Omar Salouf sur sa réflexion sur la présidentielle de 2026 avec la désignation des duos de candidats. Mais on se pose une question, à quand la guerre des idées? Omar, vous partez de l'idée maîtresse de la réforme du système partisan. Oui Christian, le système partisan a connu de profondes mutations par une réforme inédite. Au-delà de la réduction du nombre pléthorique de partis politiques, cette réforme vise à recentrer le débat politique en convoquant à la réflexion des hommes de vision qui proposent des idées novatrices pour un Bénin meilleur. C'est dire que les nouveaux grands ensembles constituent désormais l'espace privilégié de convergence d'hommes et de femmes porteurs de propositions qui projettent le Bénin dans un avenir radieux pour tous. Dans un principe démocratique, les partis politiques ont l'exigence de prôner chacun un idéal idéologique qui constitue la ligne directrice à laquelle s'identifient les membres militants et sympathisants. C'est là justement, Omar, que vous notez le paradoxe qui se vit en cette veille d'élection. Exactement. À quelques mois de la présidentielle, la guerre des idées manque cruellement au débat politique. L'élite politique, du moins en majorité, tarde à se décider à aller à la conquête de la candidature. C'est à croire que nos probables futurs dirigeants ne mesurent pas encore la portée de la mission. Ou peut-être, paradoxalement, les partis politiques n'offrent pas l'instance adéquate pour une confrontation saine des idées. Les attentions sont toujours focalisées sur les premiers dirigeants des partis politiques, alors qu'il y a bien de militants avec de brillantes idées, prêts à mieux convaincre. À quand la guerre des idées, se demande-t-on? Cette guerre des idées fera vivre les partis politiques à l'interne et va nous révéler les valeurs individuelles, les talents politiques tapis dans les partis. Grâce au débat au sein de ces partis, un candidat à la candidature, porteur d'ambition, peut se positionner clairement sur les grands sujets d'enjeux au Bénin tels que le développement économique, la lutte contre la corruption, l'éducation, la santé, la sécurité et bien d'autres. Dans les grandes démocraties qui nous servent de modèle, le débat politique n'est pas tenu uniquement par d'éternels leaders. La désignation des candidats ne relève pas du pouvoir discrétionnaire des ténors infatigables. C'est un processus imposé par la force des idées. Pour finir, vous nous rappelez le principe ou les principes idéologiques de quelques partis? Oui, je parlerai des trois partis ayant des élus au Bénin. Je vais commencer par le bloc républicain. Être républicain signifie défendre les valeurs de liberté et d'égalité et promouvoir la participation active des citoyens dans la vie politique. Les démocrates, ensuite, le démocrate, c'est celui qui défend les principes de la démocratie, promeut la participation citoyenne et protège les droits et les libertés fondamentales. Et enfin, l'union progressiste, le renouveau. Le progressiste, lui, se dit être en faveur du changement, de la justice sociale, des droits de l'homme et de l'innovation. Il se dit être prêt à remettre en question les systèmes et les structures existants pour créer une société plus juste et plus équitable. On note à travers ces trois idéologies des idées transversales, à savoir démocratie, liberté, égalité et justice. Ces principes devraient favoriser au sein des partis politiques une animation qui force l'admiration pour susciter au sein de l'opinion et du peuple un engouement à la chose politique. Et voilà, c'était donc là votre réflexion sur le thème désignation des duos de candidats à la présidentielle de 2026. À quand la guerre des idées? Oui, cher monsieur, les réactions en plateau, les débats d'idées manquent à l'animation de la vie politique au Bénin, alors que nous sommes à pratiquement quelques mois des élections générales. Herman Nyamboussou, Marc-Yohannes Goudianou, est-ce un constat frappant et écœurant? Oui, il faut dire que c'est un constat très frappant parce qu'il faut remarquer que depuis 1990, on a assisté à beaucoup de multiplication de partis politiques. Et avec l'avènement de la réforme du système partisan, on a vu qu'il y a un certain nombre de dispositions qui encadrent aujourd'hui la création des partis politiques. Il y a un certain nombre de réformes qui encadrent les fusions, les dissolutions et puis les affinités qu'il doit avoir entre ces différents partis. Aujourd'hui, nous sommes dans une logique où, en suivant la droite ligne de l'analyse faite par le chroniqueur, on doit avoir effectivement des partis
qui, normalement, ont réellement une idéologie telle qu'il a listé tout à l'heure, mais malheureusement... Non, mais les partis ont une idéologie. Ils ont une idéologie telle qu'il a listé, exactement. Mais dans le vrai, dans la réalité, est-ce que cette idéologie-là, ou bien ces idéologies, on le voit transparaître dans la vie de ces partis politiques? C'est là la vraie question. Parce qu'on voit où on veut défendre les valeurs de liberté et d'égalité, dans le même temps, on voit des acteurs politiques être pour le fait qu'on puisse emprisonner des gens à cause des manigances politiciennes. On voit également qu'on défend les principes de liberté, les principes de la démocratie, alors que dans ce même État, il y a beaucoup de problèmes qui sont liés, d'accord, à la liberté des uns et des autres, mais pourtant on ne voit pas et ces mêmes acteurs politiques. Cette liberté n'est exactement, pas elle est restreinte d'une façon ou perceptible. d'une autre, exactement, mais de la même façon, on ne voit pas ces acteurs politiques venir au devant de la scène pour pouvoir dénoncer ce genre de choses. C'est pourquoi il y a un contraste entre le fait de mettre de façon théorique ces idées, ces idéologies que représentent ces partis et la mise en pratique en réalité de ces idéologies-là, qui doivent être conformes à la réalité, à la mise en place du programme de ces partis politiques-là. Donc il y a un petit contraste là, à ce niveau-là, et il faut quand même permettre aujourd'hui à avoir des partis forts, des partis qui aujourd'hui, à travers leur idéologie, tel qu'on le voit ailleurs, on peut avoir la droite, on peut avoir la gauche, on peut avoir le socialisme. Et lorsque vous prenez le dernier militant, vous prenez même le dernier militant dans ces formations politiques. Il est fier de pouvoir défendre sans aucun mal, en tout cas toute l'idéologie qui représente son parti. Et donc, ça pose un réel problème parce qu'en réalité, tous les partis qu'on a, les partis politiques qu'on a, même aujourd'hui, même si on arrive aujourd'hui à faire démarquer l'idéologie du BR, de l'UPR aujourd'hui, on est tous unanimes qu'il y a un regroupement autour d'une personnalité. Et c'est ce qui résume en réalité la plupart des partis politiques. Même avec la réforme du système partisan, ce phénomène, ça n'a pas changé. Parce que lorsque vous prenez l'UPR, vous prenez le BR, on sait que la personnalité qui regroupe ces partis politiques, c'est le chef de l'État. Et vous prenez au niveau des démocrates, on voit un seul ténor qui est la personne de Boni Yayi. Et donc, dans ce cas de figure, on ne peut pas dire en réalité que l'idéologie que prônent ces partis politiques, cette idéologie-là est respectée de part et d'autre. Et non plutôt qu'on assiste aujourd'hui à des alliances d'intérêts, à un culte de la personnalité, que ce sont ces personnalités qui dirigent en réalité ces partis politiques. Justement, qu'est-ce qui se fait, qu'est-ce qui se passe dans les différentes formations politiques aujourd'hui? Herman Agnan-Boussou, au fur et à mesure que nous approchons les grandes dates, vous savez, les différentes élections, désormais, les mois, on peut les compter au bout des doigts. Mais sur le terrain politique, franchement, ce débat est inexistant, n'est-ce pas? Est-ce que c'est trop demandé aux acteurs politiques de faire le débat en interne et d'aller au contact des populations, faire le débat, faire asseoir la contradiction des idées, des idéologies? Les partis politiques, ce n'est pas moi qui définit l'expression parti politique, contribue à l'animation de la vie politique. Et en tant que tel, effectivement, on devrait assister un peu plus à des sorties d'acteurs politiques et de leaders politiques. Je fais bien la distinction entre acteurs politiques et leaders politiques qui participent à donner de la profondeur à nos articles, aux articles des journalistes que nous sommes, des analystes que nous sommes et tout. Parce que le Bénin n'est pas à sa première expérience en termes de vie et d'animation de la vie politique. On a vu par le passé qu'effectivement, à quelques encablures d'une élection, d'un enjeu électoral majeur, les plateaux de télé sont inondés, les studios de radio également. Et aujourd'hui, avec tout ce que ça donne comme plateforme d'information et tout, on devrait pouvoir assister à une sorte d'envolée verbale, à une sorte de joute électorale majeure, joute verbale, qui permet aujourd'hui de mieux comprendre. Vous avez tantôt évoqué les idéologies de ces partis. Honnêtement, il n'y a que les acteurs, il n'y a que les militants de ces partis qui peuvent vous dire, encore que là, si vous les interrogez également, ils peuvent vous dire au niveau. Et même au sommet aussi. Même au sommet, il y en a qui vont vous citer les idéologies sans pouvoir vous expliquer clairement ce que c'est. Et la confusion est d'autant plus frappante qu'on se demande comment deux partis qui ont deux idéologies différentes arrivent à soutenir la même personne. Parce que justement on se dit qu'on ne peut pas être, socialiste, être capitaliste, ou quand on dit capital à visage humain ou développement à visage humain, et soutenir la même personne. Donc aujourd'hui, il y a une sorte de confusion, il y a la confusion qui est là depuis. Et vous savez, ce qui gêne surtout, c'est ce comportement d'évitement des acteurs politiques face à des problèmes cruciaux de l'actualité, sans doute que nous allons aborder vu sur le web et tout. On n'a pas entendu, à part le parti politique du mise en cause, on n'a pas entendu d'autres formations politiques se prononcer, on n'a pas entendu. Et le parti politique, c'est juste un communiqué pour dire nous on se désolidarise de ce que le monsieur a dit. Donc je pense qu'en réalité, aujourd'hui, le débat politique manque à l'appel. Et pourquoi? La grosse interrogation, on l'a ainsi faite, mais ce qui fait que ça manque à l'appel, c'est qu'il n'y a pas de proposition spécifique. Aujourd'hui, quand on prend les acteurs politiques, ceux qui aspirent au fauteuil présidentiel de Talon, d'après Talon, vous diront, soit ils sont pour Talon, donc continuer ce que Talon a fait, ou alors ils vont contre Talon, et donc en retournant dans le système Yahi. Ça veut dire qu'aujourd'hui, il y a une forme de cristallisation du débat autour de deux personnalités, de sorte que tout est aujourd'hui comme dans des bulles, et on n'arrive plus à décortiquer, on n'arrive plus à savoir réellement ce que ces acteurs nous proposent pour les prochaines élections qui sont déjà à nos barbes et à nos portes. Alors, vous vous êtes posé la question, à quand finalement la guerre des idées? Est-ce que lorsque vous observez un peu le fonctionnement interne des partis politiques, place sera faite à la guerre et à la véritable guerre des idées?
au débat, qu'on permette aux différents acteurs qui sont membres de ces formations politiques de proposer, de s'affronter. Si éventuellement il peut y avoir des primaires dans ces formations politiques, que les différents candidats s'affrontent et proposent, quitte à ce que le parti puisse dégager un vrai acteur ou les duos de candidats qui vont porter ensuite les idées énoncées. Alors, tout laisse à croire qu'un jour, on serait là et qu'on va nous montrer les candidats que les partis ont désignés, sans pour autant qu'on soit informé au préalable qu'il y a eu des guerres, qu'il y a eu des confrontations entre deux personnes qui aspirent à la fonction présidentielle. L'un qui a dit que lui pense que pour l'après-talon, il faut faire les choses d'une certaine façon, et étant, par exemple, membre du parti Les Démocrates, qu'il pense que après talon, il faudra faire les choses d'une certaine façon et qu'il faudra orienter le développement du pays d'une certaine façon et tout. Mais on est là, on a l'impression qu'un jour seulement, on va nous présenter des candidats. Rien ne prouve actuellement que cette confrontation d'idées est palpable et réelle dans les partis politiques. Justement, même quand vous discutez, quand vous échangez avec les membres de cette formation politique, ils ont les bras croisés, ils vous disent toujours, ils vous disent que rien n'est encore fait, que rien n'est encore décidé, il n'y a même pas de petits doigts qui sont Il y a certains qui disent que c'est parce que nous ne sommes pas des partis politiques que nous ne savons pas qu'il y a des débats qui se font et que les débats se font les débats se font en sourdine et qu'ils ne sont pas obligés de nous le faire savoir. Et c'est là que je constate que le peuple n'est pas considéré. Parce que si de pareils débats devraient se faire dans les partis politiques, le peuple devrait être informé pour savoir que ceux qui aspirent à le diriger ont telles ambitions, ont une certaine vision pour le pays. Et donc, le débat ne devrait pas faire à l'interne de façon cachée. Ça devrait être sur les plateaux de télévision, dans les radios et tout, sur l'internet. Et même sur la place publique. Sur la place publique, un débat où vous l'a dit le chef de l'État, Voilà. Et donc, dans ces conditions, on n'est pas certain que cette guerre des idées tant souhaitée aura lieu. On est plus que certain qu'à un moment donné, les candidats seront choisis et nous serons obligés de nous... Quand vous dites que vous n'êtes pas certain, est-ce que ce n'est pas faire foi à ces formations politiques qui ont un idéal à défendre à un moment donné? Écoutez, nous avons vu ces partis politiques depuis le départ de la réforme du système partisan, on va dire 2018-2019 jusqu'à aujourd'hui. On n'a pas encore vu de ces genres de débats. C'est vrai que c'est un processus d'apprentissage, mais actuellement, nous sommes à une expérience fondamentale pour cette réforme du système partisan. C'est maintenant que devraient commencer ces débats-là. C'est maintenant qu'on devrait libérer la parole dans ces formations politiques. Parce que quand on regarde un peu ceux que nous copions ou bien ceux qui sont des modèles démocratiques, les grandes démocraties, actuellement, j'aurais du mal, ou bien beaucoup de personnes auront du mal à vous dire qui est le président du parti de Donald Trump. Mais c'est Donald Trump qu'on a toujours vu, parce qu'il est porteur d'idées, il est porteur d'ambition, il est membre, il est militant simple, mais parce qu'il a des idées, parce qu'il a des ambitions, il a été propulsé grâce à ces idées-là, grâce à des gens qui ont estimé que ces idées sont valable. Et justement, et nous avons à plusieurs reprises suivi un peu le déroulement de la campagne aux États-Unis. Comment déjà à l'interne, au sein des formations politiques, ça s'affronte? Nous avons un problème déjà au niveau de la naissance ou de la création des partis. Et même au niveau de notre démocratie qui a commencé par naître d'abord véritablement à partir des années 90. Où en réalité le Béninois n'a pas, ou bien même les leaders politiques et même les leaders au sein des partis politiques n'ont pas une réelle culture politique. La culture politique d'abord, ça passe par l'idéologie du parti d'abord, qui doit être enseigné d'abord non seulement aux militants des partis, mais également aux leaders qui sont au sein de ces partis-là. Et donc, en leur enseignant cette idéologie, ça leur permet en réalité de faire valoriser leur idéologie à travers les débats publics que ces personnalités, que ces hommes politiques font. Et donc, généralement, au sein des débats politiques, au lieu de pouvoir débattre des sujets qui intéressent beaucoup pour la plupart les citoyens, c'est-à-dire les sujets liés au développement de l'économie, liés à la santé, liés à l'éducation, on n'assiste pas généralement à ce genre de débats. On assiste à des débats de guerre de personnes. Et généralement, c'est ça qui fragilise en réalité les partis politiques ou l'essence même des partis politiques qui doit être ressentie à partir des idéologies qu'ils ont, où chaque acteur politique doit être enseigné par rapport à son idéologie, à l'idéologie de son parti et doit à chaque débat public faire ressortir la liaison qui existe entre cette idéologie-là et la réforme liée peut-être à l'économie du pays, liée à la santé, liée au secteur de la santé, liée au secteur de l'éducation. On n'assiste pas à ça. Lorsque vous prenez par exemple les partis de l'opposition généralement, vous les voyez attendre que peut-être le parti au pouvoir fasse des erreurs
Et c'est sur ces erreurs-là qu'ils font des sorties médiatiques pour pouvoir surfer sur ça. Alors que normalement, ils ne doivent pas attendre cela. Les débats d'idées au sein des partis politiques doivent se faire de façon permanente, liée aux problèmes que ressentent les citoyens à la base. Et c'est pour ça, parce qu'on a réellement, lorsque vous prenez le secteur de la santé, est-ce qu'on n'a pas des problèmes aujourd'hui qui sont très cruciaux, liés par exemple au problème des dialysés, par exemple? Combien de fois les leaders politiques au sein de ces partis, que ce soit au niveau de la mouvance ou bien de l'opposition, ont pu mener des débats d'idées liées à ça, proposer des solutions adéquates par rapport à ça. Et donc, on a une culture politique. Vous allez réagir, Raymond. Vous avez parlé de culture politique. Je vous trouve raison que la culture politique manque. Les idéologies sont deux. Quand on prend l'espace politique béninois, il y a deux idéologies calquées. L'idéologie de l'opposition, c'est tout ce que fait le gouvernement est mauvais. L'idéologie des partis de la mouvance, c'est tout ce que fait le gouvernement est bon. Ça s'arrête là. C'est souvent ce qu'on a l'habitude de voir. Justement, là aussi, on peut faire le débat. Tout ce que fait le gouvernement est bon. Mais il faut mettre cela sur la table. Quels sont les sujets qui doivent intéresser et expliquer en profondeur. Et non, quand on vient, par exemple, dans un débat, on dit on a fait les routes, on a fait ci, on a fait ça. De l'autre côté, on dit non, c'est pas de bonne qualité, c'est de très mauvaise qualité. Les coûts sont exorbitants. On est dans cela tout le temps. Et même quand on va dans les partis politiques, quelqu'un l'a rappelé tout à l'heure, dans les partis politiques, je n'affirme pas, mais j'ai presque la conviction que même dans les bureaux politiques, même dans les directions exécutives nationales, il y a des gens qui ne maîtrisent pas l'idéologie de leur parti politique. D'accord. Je pense que les réformes politiques au Bénin ont instauré beaucoup de choses. Je ne sais pas dire ou quantifier ce qu'il y a de positif et quantifier pas ce qu'il y a de négatif. Mais je note simplement que les réformes politiques ont créé ce qu'on pourrait appeler une sorte un silence assourdissant. Vous avez des acteurs politiques aujourd'hui qui ne parlent plus, qui se taisent et qui subissent le diktat des leaders politiques. Aujourd'hui, et c'est de là que je faisais la distinction acteur politique, leader politique. Le leader politique, c'est dans sa région d'abord. Il est d'abord leader dans sa région. Aujourd'hui, quelqu'un dans sa région, dans sa circonscription électorale, doit pouvoir lever le petit doigt et se faire porter par la base. Est-ce qu'on tient compte de ça? Je ne pense pas. Et quand vous parlez un peu des duos de candidature, des débats autour des duos de candidature, il n'y a pas de débat autour. Tout le monde sait que, justement, on n'en parle même pas. Les rares qui essaient de lever le doigt, Nourdine Saka Saleh, qui dit qu'il est candidat à la candidature du duo présidentiel, et il n'est pas sûr d'être porté par le parti. Aujourd'hui, tous les acteurs politiques, que ce soit du camp présidentiel comme du camp de l'opposition, regardent seulement qui? La bouche de Patrice Talon. Oui, Patrice Talon qui va doiter, qui va dire attention, voici celui que je désigne, et Boni Yayi qui va dire voici celui que nous désignons. Et Patrice Talon, attention. Est-ce que là, on n'est pas en train de leur prêter des intentions? Non, quand Patrice Talon. La liberté sera donnée aux formations politiques de choisir. Quand Patrice Talon, en pleine interview avec nos collègues, nos confrères internationaux d'une chaîne internationale, de deux chaînes internationales, disait qu'il est possible qu'ils s'entendent avec l'opposition pour avoir un duo de candidature. Ne prenez pas ça à la légère. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on se demande si effectivement Boni Yayi fait vraiment le jeu de son camp. Est-ce que Boni Yayi n'a pas déjà entrepris des choses? C'est vrai que quand on le voit dealer avec Adon Bouidi, on se pose des questions, mais moi je ne fais aucune question. Je me dis, si Patrice Talon a pu sortir ce mot, ne soyez pas surpris que la candidature, que ce soit une candidature pour les deux. Et donc, vous voyez, c'est un peu complexe aujourd'hui. Et quand c'est comme ça, il n'y aura pas de débat. Et quand tout à l'heure faisait allusion au peuple, le peuple, on n'en a que, c'est pas, le peuple, c'est pas le problème. Mais ce qui se constate après, c'est quand on va aux élections et que nous sommes 6 600 000 d'électeurs convoqués, et que vous voyez que c'est à peine 1 million, même pas 1 million qui vont voter, ça veut dire qu'on fait l'impression des bulletins uniques ou des bulletins si, on fait tout ça, on déploie tout ce matériel-là pour que ce soit à peine 20% ou 25% de gens qui vont voter, parce que la population ne se sent pas concernée par ces débats. Or, de la confrontation des idées, de la guerre des idées que vous souhaitez de tous vos voeux, doit naître la lumière. Les gens doivent se dire attention sur telle question, voici la position de tel acteur politique. On peut toujours l'espérer. On n'espère rien. Moi, je n'espère rien. Avant la clôture des oui, c'est un peu difficile. Vous avez évoqué tout à l'heure, Herman également l'a évoqué. Lorsque vous voyez un certain Yayi Boni chez Adrien Ombéyi, lorsque vous voyez tout récemment un certain président Soglo chez Talon, d'accord? Lorsque vous voyez ces clivages-là, est-ce que cela pressent qu'il peut y avoir réellement des débats d'idées au sein des partis? Non, parce qu'on voit des hommes politiques très forts qui se rencontrent pour définir l'avenir du pays en réalité, compte tenu de leurs intérêts, de leurs alliances d'intérêts. Et dans ce cas de figure, vous ne pourrez rien espérer au sein des partis politiques. Parce que vous les voyez, vous voyez combien de fois, combien de visites il y a. Et récemment, vous voyez la visite du président Soglo chez Talon. Cela présage de quoi? Vous voyez la visite du président Yayi chez Ombéyi. Et c'est la même chose qui va se perpétrer. Et donc, je pense qu'en réalité, nous sommes malades de nos dirigeants également. Nous sommes malades de nos leaders politiques qui n'ont pas pu trouver le vrai... En tout cas, oui, parce qu'ils n'ont pas pu trouver le vrai mécanisme en réalité pour régler le problème lié au débat d'idées. Parce que ça doit partir d'eux. Ce sont les aînés. Ce sont eux qui incarnent ces partis et ça doit partir d'eux également. La réforme du système par
partisans devaient véritablement au fond, les réformes politiques, Christian Daridjan, les réformes politiques n'ont fait que cristalliser davantage le débat autour de deux personnes. Si ce n'est pas Bounier, c'est Patrice Talon. Pas que des personnes. Oui, il n'y a que deux, s'il vous plaît. Des personnalités. Des personnalités. Ok, deux personnalités. Deux personnalités. Attendez, de sorte qu'aujourd'hui, vous avez beau être, c'est pas, porteur d'idées, d'idéologie, de conviction, d'un projet de société. Vous devez attendre. Si le camp présidentiel ne vous donne pas des parrainages, vous n'irez pas aux élections. C'est-à-dire que vous êtes là, vous sentez l'odeur, la sauce qui mijote, avec de gros morceaux de viande à l'intérieur, mais on vous dit que tant que quelqu'un ne veut pas vous ouvrir la porte, vous n'entrez pas dedans. Et vous savez que vous avez beau avoir la meilleure acassade, la meilleure boule d'acassade dehors, vous avez beau avoir le meilleur télébo dehors, si on ne vous ouvre pas la porte, vous n'entrez pas, vous n'allez pas manger. Donc je pense qu'en réalité, l'affaire de parrainage là a tout bloqué. Le candidat Ida, on l'a vu, candidat malheureux aux élections, à des outils électorales passées, on a vu d'autres qui étaient là, mais aujourd'hui ils n'ont pas le pouvoir de se porter candidat parce que justement, ils doivent faire des yeux doux. Il doit faire des yeux doux, soit au camp présidentiel, pas à l'opposition, parce que l'opposition n'a que le nombre de parrainés. J'ai deux ou trois choses. Quand on voit les vieux, les anciens, les anciens dirigeants, se rendre élite. Bon, les vieux à la retraite, ils sont dans le même temps, ils sont libres d'aller se... Je demande un débat d'idées. Ils sont libres. Exactement, dans un parti politique. Qui s'appelle les démocrates. Ils sont libres d'aller se rendre visite, ils sont libres de se défouler. C'est pas forcément qu'ils décident de... Ils ne sont pas en train de se défouler. Ils parlent du pays. Ils parlent du pays, ils discutent. D'accord. C'est pas une vie de courtoisie. Le contexte politique actuel fait, on ne peut pas dire qu'ils se défoulent. Je pense qu'ils veulent décider du sort du pays. Je voulais dire, j'ai dit qu'il me semble qu'il y a une invisible derrière, qui veut que les choses soient un peu bousculées pour voir vraiment quelle est la poigne de ces leaders. Oui, je voulais dire en réalité que les aînés, ils se rencontrent, ils décident. Mais vous avez évoqué un nom, Nouroudine Saka Saleh. Les Nouroudine Saka Saleh devraient en avoir dans chaque parti politique. Qui vous a dit qu'il n'y en a pas? Beaucoup dans chaque parti politique qui prennent la parole, qui appellent au débat, qui appellent à la contradiction dans les partis politiques. Ce faisant, ça va susciter davantage d'engouement chez d'autres jeunes. Le mode de fonctionnement n'est pas identique dans les formations politiques et chacun n'a pas la poigne. La poigne, il doit en avoir. Alors qu'un acteur politique, il la poigne, il doit en avoir chez un acteur politique qui aspire à diriger le pays, ne serait-ce qu'une petite parcelle de pouvoir. D'accord. La poigne, il doit... En attendant, ce sont les indépendants qui font leur show. Oui, voilà qu'il y a une bonne volonté, comme nous dit Saka Saleh, vous l'avez dit, bientôt 3 semaines. Vous n'avez jamais vu son parti réagir par rapport à ça? La météo, on a parlé tout à l'heure avec Alberto Mardoché Goulou, où depuis salle de bombe de débat contre exactement, on en a même pas. Mais dans le même temps, cette même opposition, c'est-à-dire les mêmes démocrates, ils surfent déjà sur l'actualité liée au limogeage du ministre Paulin Apollin pour aller déjà faire une conférence de presse. Alors qu'il y a même des sujets plus intéressants au sein de leur parti. Dans les ministères, on réclame déjà, quand ils ne s'occupent même pas. Quand on se dit démocrate, on devrait pouvoir laisser le débat démocratique au sein du parti. Exactement. Au fond, moi, je considère que cette demande de Nouroudine Saka Saleh cache bien des choses au sein même de son parti. Vous avez des gens comme ça, quand ils parlent, il ne faut pas les prendre à la légère. C'est parce qu'ils sentent déjà qu'au sein de ce parti politique-là, ce débat ne se fait pas et ne se fera pas. Exactement. Ils sentent qu'au sein de ce parti politique-là, ils vont attendre un bon matin ou une nuit. Non, la nuit, on va les provoquer. La nuit du 11 octobre 2000. Il y en a dedans même qui ne seront pas, qui ont été retenus pour les jours de candidature. Donc c'est pourquoi il vous dit en même temps, chers journalistes, chers analystes chroniqueurs, commencez pas à demander que le débat se passe au sein de vos partis d'abord. Parce que dans les partis politiques-là, il n'y a pas ce débat. Quand vous interrogez, quand vous avez des amis de politique, quand vous échangez avec eux, ils le disent, ils vous disent qu'il n'y a pas de débat, il n'y a pas de débat. Personne n'ose lever la petite voix. Le temps, il reste encore le temps. On est encore à pratiquement 3 mois du dépôt des dossiers de candidature. Le débat politique à l'intérieur des partis politiques peut se faire en une semaine, peut se faire en une journée. Donc, rien n'est encore. Un journal qui publie dans la semaine, par exemple, que Eric Ndete, par exemple, est le choix de Boniaï. Et donc, vous imaginez déjà l'impact négatif que cela peut avoir au sein des partis politiques. Déjà, qu'un militant demande un débat et que le débat ne se fait même pas, et déjà qu'on sent déjà au sein de ce parti-là qu'il y a une orientation. Oui, pratiquement. C'est que vous minimisez un peu la force de la population parce que vous voulez faire quel débat pour que les populations qui sont en majorité analphabètes, qu'on puisse transmettre ce débat et leur faire entendre ça, qu'ils comprennent le contenu. Le débat peut être fait après la clôture du dépôt des dossiers. Au fond, c'est-à-dire qu'on n'accorde aucune importance aux électeurs en fait. Dans le jeu qui se fait aujourd'hui, au Bénin, c'est qu'on ne considère pas l'électeur. Sinon, en temps normal, le débat doit être déjà fait. On reviendra sur plusieurs langues, traduit et diffusé sur nos radios communautaires et tout partout par les canaux digitaux et tout pour que les populations puissent comprendre réellement, puissent savoir ceux qui vraiment portent leurs aspirations. En attendant, ce sont les indépendants qui occupent le terrain avec leur déclaration de candidature. Il y a les parrainages, ils sont bloqués pour les parrainages. Et puis, comme je l'ai dit, le match amical de 2021
ne sera pas le match 2026 parce que Patrice Talon sait qu'il a un parti et il n'a aucun intérêt à ouvrir la vanne, sinon ils vont se faire acquérir. Maguanes Goudianou, cette semaine, le web au Bénin a encore montré, je dirais, sa capacité à réagir sur des faits entre indignation, ironie, moquerie, humour. En tout cas, 3 faits ont particulièrement agité la toile cette semaine. D'abord, les excuses publiques du ministre Apollin Aponan, débarqué du gouvernement il y a quelques jours. Le procès à la criette de 2 vendeuses en ligne de médicaments pour avortement. Vous voyez un peu le risque que cela, d'ailleurs, peut représenter sur la santé humaine. Et puis, enfin, un championnat que Herman Anyamboussou connaît très bien. Je n'ai pas dit que vous avez participé à ce championnat. mais vous connaissez bien, puisque pour avoir affaire l'UAS et non l'UNB. L'UNB d'abord, oui, en fait, quand même. Il faut respecter les anciens. Il faut respecter ceux qui ont vécu et ceux qui ont vécu. J'ai fait l'UNB avant que l'UAC lui parle. D'accord, on va y revenir tout à l'heure dans le 3e sujet. Très rapidement, on commence par le premier. Oui, on commence par le premier, puisqu'on a assisté la semaine dernière au limogeage du président, du ministre Paulin Aponan, suite à ses déboires, à ses frasques qu'il a eu à faire à Parakou en compagnie d'un homme politique, Rachid Badamansi. Et bien sûr, suite à cela, il a été limogé. Et bien sûr, il a présenté ses excuses sur la place publique à travers un communiqué que l'un des journaux a pu mettre sur sa page Facebook, je vais parler de Banuto, qui dit Aponan s'excuse après ses déclarations à Parakou. Il présente ses excuses à son prédécesseur, à Dambi, le président Talon et à tout le gouvernement. Ça a suivi encore quelques réactions des internautes. Nous pouvons avoir un premier internaute qui a réagi sur la question pour dire Abel Afis qui dit c'est trop tard, même un élève qui vient d'obtenir son bac fraîchement ne peut jamais tenir ce genre de propos diffamatoires. Pire encore, un ministre de la République. Il enchaîne, il dit il doit assumer ses responsabilités. Jeter de l'opprobre sur son collègue et camarade du même camp politique, c'est juste criminel. Il y a Yarou Khalidou qui enchaîne, qui dit le pardon est une faute. Qu'il réponde avec des preuves tangibles. Le peuple aussi veut voir clair dans cette affaire. Après tout, il s'agit de notre argent. Et pour finir, Afis qui dit il a aussi oublié de présenter ses excuses aux populations de Parakou, puisque c'était devant la population de Parakou qu'il a tenu ses propos, à qui il a promis de l'eau dans les prochaines semaines. Et voilà, finalement, ils n'auront rien puisqu'il a été limogé, Christian. Voilà, monsieur, la toile, oui. Oui. Qu'est-ce que ça vous inspire? D'abord, je voudrais partir du fait que quand on est militant d'un parti politique, il faut se faire former à la chose du militantisme. Quand on est leader politique, il faut davantage se faire former, il faut davantage se cultiver à la prise de la parole publique. Les partis politiques que nous avons au Bénin sont pour la plupart ou tous dotés d'une école. Mais que font ces écoles-là aux militants, aux leaders politiques? La formation de ces militants, la formation de ces leaders laisse un gros point d'interrogation. Parce que si cela a été fait, Paulin Aponan ne se serait pas mis en spectacle de cette façon-là. Bon, le mal est fait. Il a demandé les excuses, il a présenté ses excuses. Mais il a été limogé. Et donc ça devrait servir de leçon. Les excuses sont venues après le limogeage? Oui. Ça devrait servir de leçon à tous ceux qui, ministres ou pas, directeurs ou pas, veulent prendre la parole, doivent savoir que il y a certaines choses qu'il faut dire, il y a certaines choses qu'il ne faut pas dire. L'excès de zèle, faites très attention à cela. Et il faut savoir se faire coacher aussi. Voilà, justement. Oui, il faut savoir la communication publique. Oui, il faut pas tomber dans les pièges d'un coach ou de quelqu'un qui te souffle à l'oreille, et puis toi-même tu vas dire. C'est pas bon. Herman. C'est gênant d'avoir parlé de sujets comme ça, de jeunes qui quand même a de l'amour pour nous autres journalistes et tout. C'est pour le pays. C'est bien dommage. Il croyait bien faire. Malheureusement, comme il s'est fait harakiri, c'est bien triste. Il a prêté des excuses, mais le mal est déjà consommé. On apprend dans la foulée que celui qui s'est senti diffamé a déjà déposé une plainte auprès de qui de droit. On apprend également qu'il y a une commission d'enquête qui est déjà... En fait, une commission de vérification. Sauf que malheureusement... Du commissariat à la prévention de la corruption. Et là, il fait référence aux anciens. Les anciens vous diront que quand on veut noyer un dossier, il faut créer des commissions. J'espère que cette commission qui sera créée ne nous fera pas vivre cette réalité-là. Ensuite, oui, il a prêté des excuses. Malheureusement, le mal est déjà consommé, je l'ai déjà dit. Qu'est-ce qu'il faut? Les souffleurs anonymes les souffleurs bizarres. Malheureusement, il n'a que ses yeux pour pleurer. Et oui, ça me fait beaucoup mal qu'on nous ait parlé de normocommunication au début, mais que la normocommunication soit en train de nous montrer ses limites. Parce qu'en réalité, je crois savoir que la réaction de Paulin Aponan sur le terrain est intervenue après des plaintes des populations.
Et donc, en temps normal, le dispositif va être mis en place pour savoir qu'il va là-bas répondre à des plaintes de population et ça va lui donner les éléments de langage qu'il faut pour qu'arriver là-bas, il sache quoi dire. Malheureusement, à ce niveau, je pense que sur toute la ligne... Allez sur le terrain, tout se prépare en principe, hein, tout se prépare oui, avant de prendre la parole, surtout quand on est à un niveau donné de responsabilité. Je pense que ça doit servir de leçon, pas seulement à Paulin Apollin, mais à beaucoup d'autres également, politiciens, pour qu'ils sachent que dans la vie, il faut toujours prendre du recul et que le silence est toujours d'or. Parce que ce n'est pas dans tous les cas de figure qu'il faut forcément parler lorsque vous êtes devant un public, lorsque vous êtes sur un terrain politique, il faut savoir se retenir également. Ça lui servira de leçon et je pense que dans la vie, on ne finit jamais d'apprendre, quel qu'en soit l'âge. Et aujourd'hui, Paulin Apollin aurait beaucoup appris à partir de cette erreur-là. Deuxième sujet, on va parler de ce procès à la Criette. Oui, bien sûr, il y a eu un procès à la Criette. 2 vendeuses en ligne de médicaments d'avortement sont jugées pour exercice illégal d'avortement. Exercice illégal en pharmacie, bien sûr, en pharmacie. Un livreur également est poursuivi dans cette affaire et les internautes se sont jetés sur le sujet pêle-mêle. Et on a eu quelques réactions. Il y a Nazer Romiel qui dit « Mon peuple périt faute de connaissances », disait l'autre. Pourquoi faire recours à une vendeuse en ligne de médicaments d'avortement alors que ce acte est légal et peut être fait dans un hôpital? Il y a Brian Domingo qui dit exercice illégal en pharmacie, il ironise un peu, il dit ils ont leur pharmacie ou même vendre médicaments d'avortement en ligne, c'est pire que le terrorisme. Il réclame une lourde peine contre ces 2 dames, il dit 45 ans d'emprisonnement ferme et 5 milliards d'amende. Christian. Amende. Oui, ces dames et un livreur, ils sont assez curieux pour faire une telle publicité en ligne. On parle de produits abortifs, on sait que une telle pratique est punie par la loi. C'est non puni, c'est d'abord un crime. Et déjà que là, je ne sais pas à quoi ressemble le peuple béninois d'aujourd'hui. On pense que tout est possible, on pense que tout peut être dit, on pense que tout la liberté sur les réseaux sociaux. Et je pense que c'est quand même du ressort bon, c'est vrai qu'on a appris hier, en semaine, dans la foulée du Conseil des ministres, qu'il y a eu des décrets qui ont été pris par rapport à la loi sur le. Je pense qu'à ce niveau également, il va falloir faire un effort pour essayer de cadrer un peu, pour essayer de mettre les réseaux sociaux, ça va vraiment dans tous les sens. Dans tous les sens. Il faut qu'on essaye de corriger. Et là, elles ont été prises à leur propre piège, y compris le livreur. Donc, il et elle se sont laissés prendre à leur propre piège. Malheureusement, ils vont répondre de tout ce que... Parce que, n'oubliez pas, c'est parce qu'eux, ils l'ont dit sur Internet qu'on les a punis. Vous ne savez pas combien de gens sont tapis dans l'ombre et qui vendent ces produits abortifs également. Donc, je pense que... Même dans les feux tricolores, vous les voyez, dans les quartiers, il y a des pancartes qui sont, je dirais, installées à la déventure de certaines concessions où on parle de ces types de produits. Oui. Oui, moi, je vois le problème encore plus profond, plus loin, et j'interpelle les parents, que nous sommes les parents tout simplement, parce que quand une fille qui n'est pas suffisamment mature va choper une grossesse parce que les parents n'ont pas été assez vigilants, n'ont pas été assez présents pour lui assurer toute l'éducation, pour lui donner toutes les informations, pour lui donner tout l'encadrement qu'il faut, elle est obligée de faire recours à ces genres de personnes-là. Parce que quand il y a la demande, il y a l'offre. Quand il y a l'offre, il y a la demande. Et donc, c'est interpeller les parents à veiller au grain, à éduquer les enfants, filles comme garçons, à leur inculquer le fait que les plaisirs, d'accord, mais il faut étudier d'abord, il faut atteindre un certain niveau dans sa vie avant de s'adonner à ces faits-là. Parce que quand on ne s'adonne pas à ça, on ne parle de l'éducation. De l'éducation sexuelle. Maintenant, l'autre chose, c'est que la place publique offerte par les réseaux sociaux a fait que tout le monde vient déverser pour lui. Et en dehors de ces produits abortifs-là, il y a également ce qui concerne nous les hommes, avec le stress du pays où les hommes n'arrivent plus à être opérationnels convenablement. Ils sont obligés de faire recours à ces vendeuses-là pour être bien en forme. Ça là aussi, ça crée des dommages à court, moyen et long terme. Il faut encadrer. C'est en cela que je trouve heureux la décision de la HAC qui interdit ces genres de publicité parce que quand on se sent mal, on va voir un médecin qui pose le diagnostic et qui pose le traitement également. Et donc il faut éviter de s'adonner, de faire recours à ces genres de médicaments qui créent d'énormes désagréments. C'est-à-dire donc que les médias ont également un rôle prépondérant à jouer, surtout quand on rappelle la décision de la HAC qui interdit la publicité sur les médicaments, la pharmacopée, les praticiens qui passent de plateau en plateau pour expliquer. En réalité, c'est un problème social parce que le plus grand problème, d'abord, Omar l'a souligné, c'est que ça part de l'éducation qu'il faut donner aux enfants. Vous voyez des petites filles de 16 ans aller faire avortement, des petites filles de 18 ans aller se faire avorter pour un rien, parce que nous ne respectons pas les dispositions qui ont été mises en place pour pouvoir mieux se protéger lors des rapports sexuels. Et donc, elles se livrent comme ça. Et dans le même temps, vous voyez une société dans laquelle des personnes âgées qui devaient normalement mieux les orienter, mieux les conseiller, se mettre dans cette disposition par quête de gain
fabriquer des produits dont on n'a même pas, en tout cas la veille pour pouvoir contrôler si c'est bon pour la santé, les conséquences que cela peut générer, qui arrivent à les vendre facilement sur les réseaux sociaux. Donc, mis à part le fait de pouvoir limiter au niveau des médias, qui sont des médias réglementés, il faut aller au niveau des réseaux sociaux pour commencer par sanctionner ces genres de publications. Déjà, exactement. Et il faut... Le combat sera de loin. Attends, le contribuable, les sous du contribuable sont mis à contribution. Il y a des gens qui sont payés. Il y a beaucoup de structures qui sont mises en place pour pouvoir surveiller comment les réseaux sociaux sont utilisés. Donc, il va falloir encore mettre beaucoup plus de veille à ce niveau-là pour pouvoir limiter les dégâts. Parce que, mis à part le fait que socialement, tout le monde ne conçoit pas le fait de pouvoir faire un avortement, il faut le faire quand c'est peut-être un dernier ressort et que peut-être ça menace la vie d'une personne peut-être, mais beaucoup ne le conçoivent pas comme ça. Et donc, dans ce cas également, qu'aujourd'hui on le prenne comme une facilité où tout le monde, les petits enfants, les petites filles peuvent déjà aller faire l'avortement de façon très facile, ça crée vraiment un problème social très crucial. Oui. On rebondit sur un propos de Emma qui dit que ça là, c'est parce qu'on le voit, qu'on le dénonce, qu'on ne voit pas. Il y a un autre aspect très important, les pilules de lendemain que les jeunes filles prennent à la pharmacie. Il y en a qui en prennent tous les jours ou tous les mois. Alors qu'il est dit que ce truc ne doit pas être pris plus de 2 fois l'année. Donc, il y a des sujets sur lesquels les médias devraient revenir pour éduquer, pour informer les jeunes filles et les jeunes garçons, de sorte qu'ils ne doivent pas se livrer à ces gens de débauche. Vous parlez en connaissance de cause, puisque vous êtes... Oui. Je suis délégué médical. Il est délégué médical. Voilà. En plus d'être un grand acteur des médias. Je pense que ce qu'il faut saluer, c'est la fermeté de la HAC actuelle, de la mandature actuelle de la HAC, qui, en prenant la décision d'interdire aux médias de passer ces publicités bizarres là, de médicaments qu'on voit sur YouTube. Non, vous les voyez même bien de s'asseoir devant la caméra pour dire qu'ils vendent tel produit. Mais je voudrais également demander à cette HAC-là d'interpeller les directeurs départementaux de la HAC pour, à l'effet de veiller vraiment à l'application scrupuleuse de cette décision-là. Parce que les médias, quoi qu'on dise, ont contribué pour une large part à ce à quoi on assiste là aujourd'hui. Vous voyez des gens qui sont devenus des super puissants, des supermen, des super maîtres guérisseurs, des super guérisseurs. Alors même que si vous savez bien faire, ça n'a pas besoin de publicité. Vous laissez dans votre coin des gens qui d'ici vont jusqu'à Zayando parce qu'on a appris qu'il y a un vieux là-bas qui est très efficace. Si on a utilisé, c'est efficace. Efficace, il en parle. Donc c'est de bouche à oreille. Nos anciens n'ont pas eu besoin de WhatsApp. Ils n'ont pas eu besoin de WhatsApp ni des plateaux. Donc je pense qu'en réalité, il faut travailler à ce que ces mesures-là s'appliquent. Et je pense que c'est la Criette qui doit, je crois, être saisie de ce dossier. La Criette doit la sanction dans ce dossier doit être pédagogique pour que les gens puissent comprendre effectivement que, attention, on ne sait pas tout. Lorsque vous parlez de pédagogie, vous y mettez quoi? Pédagogique parce que les gens pensent que quand on sanctionne, c'est juste pour frapper. Non. La justice sanctionne pour éduquer, pour que les autres puissent se dire attention, quand on fait ça, les peines d'emprisonnement, ça éduque. Et puis je voudrais également que dans la description du ministère public, qu'il y ait assez de pédagogie pour qu'on puisse comprendre effectivement pourquoi est-ce que là ça permet à tous ceux qui s'y adonnent de faire attention et de ne pas tomber dans ce gros piège là aussi.